Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le grand bonheur de vous présenter deux organismes qui nous feront voyager de Saint-Michel à Saint-Jean-Port-Joli. Installez-vous confortablement car vous êtes sur le point de plonger dans un monde où les gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Bienvenue à cette deuxième saison des héros anonymes. Et bienvenue à cette nouvelle émission des Héros Anonymes. Mon nom est Daniel Lantaigne et j'ai le grand plaisir de recevoir un organisme qui s'appelle la Bibliothèque des Jeunes de Montréal. Bon, j'ai dit que je recevais un organisme, ça se dit pas vraiment. Je reçois plutôt deux invités extraordinaires qui travaillent à la fois directement dans la bibliothèque et sur le conseil d'administration. Donc, on a en studio Laurence Savage-Duguay, bonjour. Bonjour. Qui est bibliothécaire en chef, c'est bien ça? Exactement. Excellent, bien enchanté. Et on a également Bailey Leving qui est présidente du conseil d'administration. Bonjour. Bonjour. Merci de l'invitation. Merci à vous. Merci d'être présente aujourd'hui. Je vais vous avouer que je ne connaissais pas la Bibliothèque des Jeunes de Montréal. Dans ma tête, il y avait des bibliothèques dans des arrondissements, un étage pour les jeunes, un étage pour peut-être les jeunes de cœur, mais qui vont lire d'autres choses. Alors, la Bibliothèque des Jeunes de Montréal, j'ai goût qu'on commence par comprendre déjà ce que c'est parce que quand je me suis rendu sur votre site web, j'ai vu toute l'histoire. Ça date pas d'hier. Ça a bougé. Il y a eu beaucoup de succursales, disons, à Montréal. Et puis là, je pense que vous êtes bien atterri dans Saint-Michel. C'est bien ça? Oui, exactement. Parfait. Donc, allez-y, justement, parlez-nous de cette bibliothèque-là. Oui, en fait, il y a beaucoup de gens là, qui pensent qu'on fait partie du réseau municipal, mais non, la Bibliothèque des Jeunes de Montréal, c'est un OBNL indépendant. Donc, on est une petite bibliothèque indépendante seulement pour les enfants de 0 à 17 ans. Et puis, oui, la Bibliothèque des Jeunes a été fondée en 1929, donc c'est très ancien. Vous n'étiez pas là à la fondation? Moi, j'étais pas présente à la fondation. Non, je pense que ma grand-mère n'était pas née encore. Mais, donc, le but un peu, l'idée, c'était d'offrir l'accès à des bibliothèques dans des secteurs de la ville où il n'y avait pas de bibliothèque publique pour les enfants ou pas de service pour les enfants. Donc, c'est comme ça que ça a évolué. Au fil des temps, on a eu plusieurs succursales. Là, maintenant, on est dans Saint-Michel, où justement la bibliothèque municipale est comme la plus proche, est à plus d'1 kilomètre. Donc, c'est pas facile pour un enfant de se rendre après l'école. Donc, c'est ça le service qu'on offre. Effectivement. Fait que dans Saint-Michel, là, pour les gens qui connaissent un peu plus le quartier, vous êtes dans le centre René Goupil, c'est bien ça? Dans le centre de loisirs René Goupil, oui. Donc, 42e puis 9, à peu près? Exactement. Bon, j'ai fait mes recherches. Et je comprends très, très bien l'historique de ce qui a créé et ce qui a amené à créer cette bibliothèque-là. Aujourd'hui, comment vous diriez qu'elle se distingue des autres bibliothèques, par exemple, des bibliothèques municipales qui font partie du réseau? En quoi il y a une différence pour un jeune qui rentre chez vous? Oui, bien, c'est ça. Premièrement, comme je mentionnais, on essaie quand même de ne pas s'implanter trop près des bibliothèques municipales parce que ça vient un peu, là, on ne veut pas faire de compétition non plus. Donc, on est dans des quartiers habituellement où l'accès à des bibliothèques est plus difficile. Puis, la mission de l'organisme a évolué avec le temps. Fait qu'avec la prolifération des bibliothèques de la ville, on a une mission qui reste une mission de bibliothèque, mais de plus en plus éducative aussi, où justement, le fait d'être un petit organisme indépendant, ça nous donne beaucoup de liberté pour faire des projets spéciaux, essayer de donner des opportunités d'éducation dans des quartiers. On va souvent dans des quartiers qui sont un petit peu plus défavorisés, fait que donner des opportunités d'éducation qui ne sont pas nécessairement disponibles pour ces enfants-là. Puis vraiment, pour être un local qui se rapproche un peu d'une maison des jeunes, là, où est-ce que nous, on est une bibliothèque... c'est pas silencieux dans la bibliothèque, mettons. Là. Il y a du jeu, il y a des activités à tous les soirs. Les gens ont le droit de parler dans votre bibliothèque. Ça a changé. Je me rappelle quand j'étais petit, pour moi, la bibliothèque, c'était à la limite uniquement un lieu transactionnel. J'avais besoin d'un livre ou je voulais en emprunter un, j'allais le chercher, je repartais chez nous, je le ramenais avant la petite date qui était estampée sur le carton. Clairement, ça ne me rajeunit pas, on n'est plus là. Les bibliothèques, incluant la Bibliothèque des Jeunes de Montréal, je comprends qu'on est dans un environnement où, justement, ça devient un milieu de vie. Vous disiez, pas loin d'une maison des jeunes. Concrètement, qu'est-ce qui se passe d'autre qu'évidemment le livre, qui j'imagine est quand même un point assez central. Les jeunes peuvent expérimenter quoi dans cette bibliothèque-là?
Oui, ben nous, dans le fond, c'est ça. On a, dans notre petit local, on est ouvert à tous les soirs de semaine jusqu'à 18h, sauf le lundi. Mais, puis donc, on a des ordinateurs, on a des jeux de société. Souvent, les soirs réguliers de semaine, les jeunes viennent, ils jouent à l'ordinateur, là, il y a des rotations. Puis nous, on joue à des jeux de société avec les enfants. On peut un peu les aider dans leurs devoirs. Puis on a des soirées avec des activités un petit peu plus spécifiques. Comme par exemple, on a un club scientifique, donc on fait des expériences avec les enfants, on fait des bricolages, des choses comme ça. Ça, c'est une soirée normale, là. Ben quand même. Quand même, l'offre est vraiment loin de ce que je peux penser d'une bibliothèque, ou en tout cas, du moins, ce que je pensais à l'époque de ce qu'était une bibliothèque. Dites-moi, Bailey, vous êtes présidente du conseil d'administration. Oui. Qu'est-ce qui vous a interpellé pour se joindre à ce conseil d'administration-là? Ben, j'adore la cause. En premier lieu, j'ai toujours adoré lire et de m'épanouir à travers l'éducation en général. Puis, tu sais, une autre chose qui distingue la bibliothèque d'une bibliothèque, disons, traditionnelle, c'est que oui, on a plein de livres, oui, on a plein d'activités, mais notre but, c'est vraiment d'aider les jeunes à trouver quelque chose qui s'intéresse dans le monde, puis s'épanouir à partir de ça. Donc, apprendre à jouer, tu sais, s'intéresser dans la science ou dans le physique ou dans l'art ou dans l'histoire à partir d'un BD ou un jeu de société. Donc, moi, j'ai toujours eu cette réflexe-là dans ma propre vie. J'ai grandi en toujours lisant des romans et je trouve que c'est super important. On joue également un rôle d'égalité dans la société, si je peux bien le dire. Saint-Michel, c'est un quartier moins nanti. On a beaucoup de familles monoparentales. On a beaucoup de nouveaux arrivants. On ne sait pas d'où viendra le prochain Einstein. Il pourrait très bien venir de Saint-Michel. Il faut juste qu'on lui donne ou qu'on la donne l'opportunité de s'intéresser à quelque chose plus grand que ce qu'il apprend à l'école, mettons. Pas que les écoles sont pas importantes. Évidemment, c'est nos partenaires clés dans la scolarisation de la société, mais encore, jouer et apprendre en jouant, c'est super important pour nous. Ben oui, certainement. J'en doute pas. Puis ça permet que le livre devienne un instrument à travers tout ça. Puis ça vient rééquilibrer probablement là, une fracture qu'il pourrait avoir soit en différents quartiers ou même dans des familles ou avec des nouveaux arrivants aussi. Bon, c'est pas tout le monde dans la famille qui parle le français lorsqu'ils arrivent avec le nombre de classes d'accueil, entre autres, que dans Saint-Michel, Montréal-Nord et tout le coin. Exactement. Pour les gens qui nous écoutent et se demandent, ça fait quoi une présidente de conseil d'administration d'une bibliothèque des jeunes de Montréal? Parce que, bon, on sait bien que chaque OBNL, par défaut, a un conseil d'administration, donc il y a de la gouvernance. On s'assure évidemment qu'on prend les meilleurs choix, les meilleures décisions, on gère bien les finances. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier lorsqu'on siège sur un CA d'une bibliothèque? Ben, c'est tout ce que vous venez de décrire, c'est sûr. Laurence et moi travaillons étroitement ensemble pour... moi, j'ai pas de compétences en bibliothéconomie, donc je suis vraiment là pour l'épauler dans sa travail, dans son quotidien. Tu sais, oui, la gouvernance, oui, les finances, le fundraising, la stratégie générale, mais c'est Laurence, notre capitaine de bord. Ah, voilà. Et une bibliothécaire en chef, je trouve ça extraordinaire comme titre, j'aime vraiment ça. En gros, vous faites quoi? Vous, de votre quotidien, parce que vous êtes sûrement une équipe aussi, vous n'êtes probablement pas toute seule? Oui, non, c'est ça. On est une équipe, mais on est quand même une petite équipe. Fait qu'à la bibliothèque, on est 3 bibliothécaires permanentes. Puis, on a là, après ça des animatrices, des aides bibliothécaires qui viennent nous aider, des stagiaires. Mais donc, 3 bibliothécaires. Puis, on travaille les 3 vraiment en collaboration. Donc, moi, j'ai comme le titre de bibliothécaire en chef, mais vraiment, c'est de la collaboration. Puis, on fait à peu près tout. Donc, comme je disais, vu qu'on n'est pas dans le réseau, on a beaucoup de liberté. Fait qu'on décide quel livre acheter, on fait les commandes, on décide quel programme on va faire. On prépare donc la programmation, les relations avec les partenaires. Puis moi, mon rôle, c'est un peu comme de chapeauter tout ça, mais il y a aussi vraiment beaucoup de travail qui se fait sur le terrain. Donc, même si j'ai un titre de chef, il faut quand même que... une grosse partie de mon travail, c'est de jouer avec les enfants, d'animer des activités, puis
Même si vous avez un titre de chef, vous n'êtes pas dans votre tour d'ivoire, dans Non, le centre des exact. loisirs, René Goupil. Exactement. Vous êtes dans le terrain. On est sur le terrain quand même. Voilà. J'ai remarqué que votre nom avait un nom bilingue, donc j'imagine que vous avez une offre de livres peut-être aussi en anglais, ou Oui. c'est l'historique qui traîne depuis le début des années 1900? Là? Non, ben du fait de l'historique, effectivement, là, comme on a un historique qui était plus même anglophone à la base, fait que c'est vraiment très bilingue. Mais puis jusqu'à récemment, on avait une succursale dans le quartier Peter McGill qui est beaucoup anglophone, puis on offre encore des services là-bas des fois. Mais on s'assure de maintenir une offre de livres bilingues et d'activités bilingues à la bibliothèque. Honnêtement, Saint-Michel, je vous dirais, là, notre clientèle est 90% francophone, mais on a quand même quelques clients anglophones, puis aussi des jeunes qui veulent apprendre à parler anglais, des familles qui veulent emprunter des livres en anglais pour apprendre. Donc, ben c'est extraordinaire. Donc, ça permet de faciliter. En tout cas, ça enlève les barrières à l'entrée. Oui. Saint-Michel est un quartier qui change, qui évolue. On a reçu dans la première saison le Centre Lassalien, avec lequel on a eu la chance de parler pour avoir un bon portrait aussi de la réalité de Saint-Michel. Qu'est-ce que vous avez vu dans les dernières années comme changement? Est-ce que les jeunes, il y a quelques années, c'est les mêmes jeunes qu'aujourd'hui? Puis je veux dire, des fois, c'est pas propre à Saint-Michel, là, les jeunes évoluent, les intérêts changent aussi avec le temps. Comment est-ce que vous naviguez à travers ces différents changements-là qui doivent être quand même prenants, là? Oui, ben en fait, moi, ça fait pas non plus tellement longtemps que je suis là, mais à la bibliothèque, ce qu'on voit, c'est que justement, il y a des jeunes qu'on perd un peu avec le temps. Puis, tu sais, c'est normal, là, les adolescents sont pas toujours super intéressés à venir dans une bibliothèque, jouer avec une bibliothécaire à des jeux de société. Fait que c'est sûr qu'à partir de 13-14 ans, des fois, ça peut être plus difficile. Mais on a justement quand même beaucoup d'enfants, de jeunes qui restent à la bibliothèque, même en vieillissant. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est pour les adolescents, on fait plus des initiatives de comme entrer sur le domaine de l'emploi. Fait quand on embauche, on essaie d'embaucher des jeunes qui venaient à la bibliothèque avant. On fait des stages ou du bénévolat pour les adolescents qui veulent se faire de l'expérience. Puis, les enfants qui viennent à la bibliothèque, on a toujours, il y a une rotation, mais on a comme une espèce de petit noyau d'à peu près une quinzaine d'enfants qu'on voit presque à tous les jours. Puis, ces enfants-là, souvent, ils gardent un contact au fil des années. Fait que ça, c'est vraiment valorisant. Vraiment, c'est précieux. Puis vous, avez-vous vu des changements de votre œil de présidente du conseil? Oui, mais peut-être plus dans l'offre de services que nous avons avec le temps, et c'est pas unique à nous nécessairement, mais la valorisation des BD, par exemple, l'utilisation de la technologie, les programmes STEM et STIAM pour intégrer l'intelligence artificielle également. Tout ça qui n'était pas vraiment au rendez-vous il y a peut-être 10 ans, c'est vraiment quelque chose auquel intéresse les jeunes, puis on essaie vraiment de l'intégrer dans notre programmation à tous les jours. Oui. Puis vous avez fait référence à ce terme-là, puis je pense que c'est sciences, technologie, engineering pour ingénieurs et mathématiques, c'est ça? Hein? Oui. Parfait. Juste pour les gens, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'emphase mis là-dessus, notamment les femmes dans ces domaines-là, pour siéger sur un conseil d'un musée, notamment où ces notions-là sont hyper importantes. Saint-Michel est un quartier qui bouge énormément. La littérature aussi a dû changer. Ce que je lisais à l'époque est probablement pas ce que je lis aujourd'hui. Mon fils de bientôt 7 ans ne tripe que sur des mangas, puis on essaie de trouver des mangas d'un âge approprié, ce qui est des fois un petit défi. Je trouve ça fascinant de voir aussi l'histoire de votre bibliothèque, parce que je pense que c'était la première bibliothèque pour enfants gratuite pour les enfants anglophones et francophones à Montréal au moment où c'était créé, donc une mission extraordinaire. Si vous voulez bien, on prend une courte pause. On va écouter un petit extrait d'ailleurs qui parle de votre bibliothèque, tiens donc, puis on continue la conversation après. L'une des plus anciennes bibliothèques financées par le privé à Montréal, la Bibliothèque des jeunes de Montréal travaille à développer le savoir, encourager l'imagination et créer des liens entre les enfants, les parents et leur communauté. Située dans le centre de loisirs René Goupil, la bibliothèque est avant tout un milieu de vie chaleureux, dynamique et lumineux où les jeunes et leurs familles se sentent bien. En plus du prêt de livres et de recommandations de lecture personnalisées, la bibliothèque offre du soutien à la recherche et met à la disposition des jeunes des ordinateurs, des jeux et des jouets. En termes d'activités, les heures du conte permettent de stimuler l'imagination et le langage. Chaque semaine, nos animateurs offrent des ateliers inventifs de sciences et d'échecs. Des tournois d'échecs saisonniers viennent couronner les efforts des jeunes. S'ajoute à cela des soirées de jeux vidéo et de jeux de société, combinant plaisir et apprentissage du vivre ensemble. Durant la belle saison, les livres sont transportés au parc et les jeunes peuvent lire sous les arbres.
Un club de lecture leur permet de découvrir ou renforcer leur plaisir de lire et de se rassembler autour d'activités thématiques stimulantes. Chaque saison est ponctuée d'événements et d'activités spéciales, tels les jeux d'évasion qui demandent aux jeunes de travailler en équipe pour résoudre des énigmes complexes en un temps restreint. La Bibliothèque des jeunes de Montréal aspire à procurer aux jeunes et à leurs familles les éléments de base pour les inspirer à apprendre tout au long de leur vie. Et vous êtes de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On est avec Laurence Savage-Duguay et Bailey Levin de Bibliothèque des jeunes de Montréal. Alors, on vient d'entendre un petit extrait qui nous présente bien ce que fait la bibliothèque. Bibliothèque qui est extraordinaire, rappelons-nous-le, qui est située dans le quartier Saint-Michel. Vous avez parlé, j'ai trouvé ça intéressant, le fait que votre bibliothèque, elle ne fait pas partie du réseau des bibliothèques. Vous avez un peu plus, disons, de marge de manœuvre dans vos choix, notamment vos choix littéraires. Quand vous opérez cette bibliothèque-là, quelle est la différence entre en opérer une d'une ville, d'un arrondissement, puis opérer une bibliothèque qui est un OBNL? J'imagine qu'il y a un petit bout qui est financier, mais outre ça, est-ce qu'il y a d'autres différences? Oui, ben c'est ça. Comme je mentionnais, vu à la ville, il y a beaucoup de... Puis là, j'ai dit ça, j'ai jamais travaillé à la ville de Montréal, mais il y a beaucoup de bureaucratie, je dirais. Fait qu'il y a des protocoles, les décisions doivent se prendre, faut que ça passe par plusieurs instances pour que ça soit approuvé. Puis des fois, justement, comme dans les programmes ou l'acquisition de livres, il y a des politiques un peu plus strictes qui font en sorte que si un livre est acheté, ils doivent acheter tel nombre de copies en tel format, l'avoir dans un nombre X de bibliothèques, tandis que nous, on a vraiment plus de liberté à ce niveau-là. Fait que, par exemple, notre achat de livres, c'est nous qui le faisons un peu à la demande des jeunes. Donc, si les enfants viennent nous voir, « est-ce que vous avez ce livre-là? » Non, mais on va l'acheter, puis là, on le commande, puis il s'en vient. Fait que c'est comme ça beaucoup qu'on fait l'acquisition de matériel parce que c'est important pour nous d'acheter des choses que les jeunes vont lire. Puis justement, l'année dernière, on a fait avec le Montréal interculturel, on a fait un programme spécial pour diversifier notre offre de services et notre collection. Donc, on a invité une librairie, la librairie Le Guélion, qui est une librairie féministe, qui sont venus nous ont présenté plein de livres diversifiés, puis les ont présentés aux enfants. Puis finalement, à la fin, on les a tous achetés parce qu'on les trouvait intéressants. Fait que c'est ça qui est le fun, un peu d'avoir cette liberté-là, puis de pouvoir faire des activités qui sortent vraiment du cadre des bibliothèques. Fait que c'est sûr que nous, notre mission reste éducative, mais des fois, les enfants, ce qu'ils veulent faire, par exemple, à l'Halloween, c'est une maison hantée. Fait que on a fait une maison hantée dans la bibliothèque l'Halloween dernier. C'est vraiment des trucs qu'on peut faire qui ne seraient pas nécessairement possibles à la ville. Donc, ça permet aux jeunes de façonner un peu la bibliothèque dont ils souhaitent avoir d'une certaine façon. Exactement. Ouais, on travaille pour les jeunes et on travaille un peu par les jeunes. Fait qu'on essaie vraiment beaucoup dans l'élaboration de nos programmes de faire ça en collaboration avec les familles. On prend les commentaires, on demande aux enfants des suggestions. Puis, ils sont pas trop gênés, là, habituellement. Fait que les enfants, qu'ils n'hésitent pas là, à nous dire ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent voir. Puis, votre caractère assez unique fait en sorte que vous devez avoir probablement un peu peut-être des fois la rétroaction des parents ou des familles. C'est quoi les commentaires qu'ils vous apportent? Oui, on essaie de récolter des commentaires le plus possible. C'est très valorisant, là, c'est très valorisant comme travail, de travailler dans le communautaire, de travailler étroitement avec les familles. On est un peu, comme on a mentionné, là, on est un peu un milieu de vie pour beaucoup de familles. On a des familles qui viennent à la bibliothèque, des enfants qui viennent à la bibliothèque presque tous les jours. Il y en a qui viennent tous les samedis. Il y a des liens qui se sont créés, donc beaucoup d'amitiés, en fait, qui se sont créées entre les enfants de la bibliothèque qui apprennent à se connaître, puis finalement deviennent amis. Puis là, les parents deviennent amis parce qu'ils viennent à la bibliothèque ensemble. Donc, comme récemment, on a appris qu'on allait devoir déménager, puis ça a créé un peu d'anxiété, disons, dans les familles du quartier. Puis là, on a eu beaucoup de familles qui sont venues nous voir pour nous dire comme, la bibliothèque, pour moi, c'est un peu j'ai juste le mot en anglais là, qui était lifesaver, mais c'est un peu comme un... Vous êtes la bouée de sauvetage. Une bouée de sauvetage, voilà. Exactement. Pour moi et mes enfants. Mais beaucoup de gens qui nous ont dit que, justement, leurs enfants il y avait de la difficulté à se faire des amis à l'école, se sont fait des amis à la bibliothèque. Fait que ça, c'est... c'est précieux, là, quand même. Au-delà de développer un intérêt à la lecture, ça va vraiment plus loin que ça, là, la bibliothèque, bibliothèque des jeunes de Montréal. Je parlais de la différence entre une bibliothèque finalement municipale ou rattachée à un réseau et la bibliothèque dans une formule d'OBNL. Le financement ne doit pas être le même, j'imagine, parce que une bibliothèque municipale, il y a un budget décidé à l'arrondissement, puis tout ça est réparti. Quand une bibliothèque est un OBNL, vous avez certainement des partenaires
publics ou parapublics qui vous aident à financer une partie. Est-ce que tout ça réussit... je vais refaire ma phrase, elle va être plus belle, je suis sûr. Est-ce que tout ça réussit à boucler votre budget à la fin de l'année ou vous devez vous tourner vers d'autres sources de financement? Non, en fait, je sais pas. Non, on est financé dans la grande majorité par des donateurs privés, soit des fondations, des entreprises ou des individus. 75-80% de notre budget vient du levée de fonds privé. Oui, on a un appui de la ville et on est content de l'avoir, c'est sûr. Mais non, la grande majorité de nos fonds sont privés et on est très choyés d'avoir une base de donateurs loyaux qui nous soutient depuis plusieurs années. On veut toujours accueillir plus de monde dans la bibliothèque puis agrandir nos services, mais c'est clairement quelque chose qui doit être payé de quelque part. Donc, le plus de financement qu'on reçoit du privé, le mieux qu'on peut faire et le plus qu'on peut faire. Voilà, c'est ça. Il y a tout un comité de levée de fonds sur le conseil. On fait une campagne annuelle. Dans les temps pré-COVID, on faisait également des événements de levée de fonds dans la communauté. Moins maintenant, on se replie plus sur les donations individuelles et de dons majeurs, si je peux le dire. On a des très bons partenaires de fondations philanthropiques à Montréal et on est, comme j'ai dit, on est très, très choyés de les avoir. Oui, c'est extraordinaire parce que mon hypothèse, puis corrigez-moi si je me trompe, puis j'espère que je me trompe, on se poserait la question de dire, dans le quartier Saint-Michel, qui a les moyens de faire un don à la Bibliothèque des jeunes de Montréal quand on sait déjà que c'est pas le quartier, on n'est pas dans Westmount, là. Alors, vos donateurs, outre les fondations philanthropiques, ça ressemble... C'est quoi le profil de vos donateurs individuels? Bien, parce que la bibliothèque a une belle histoire de plus de 90 ans. On a déjà opéré dans, comme Laurence disait, dans le Peter McGill, qui est plus au centre-ville. On était aussi à la Petite Bourgogne. On était à Montréal-Ouest. On était vraiment un peu partout dans la ville au fil des ans. Et nos donateurs sont aussi éparpillés un peu tout dans la ville. On a une très généreuse base de donateurs à Westmount, à Outremont également, au centre-ville, ici et là. Le réseau du conseil, on fait beaucoup ça aussi. On met au profit tous nos contacts professionnels et personnels pour nous joindre dans cette belle cause. Donc, c'est ça. C'est très, très varié. Et tout comme un don de 10 $ par année nous aide à acheter des livres, des dons de 1 000 ou de 10 000 $ nous permet aussi de faire des choses extraordinaires. Donc, les plus petits dons, les plus grands dons sont tous très, très appréciés par notre organisation. Bien, certainement, on remercie vos fidèles donatrices et donateurs là, qui vous permettent de réaliser votre mission et clairement, vous devez accomplir quelque chose d'extraordinaire pour que quelqu'un qui habite dans l'autre bout de la ville ait quand même envie de soutenir votre mission. Oui, il y a eu un historique, il y a eu des succursales à différents endroits, mais quand même de garder ce lien-là, de le maintenir. Alors clairement, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans la bibliothèque et clairement, vous savez comment faire la collecte de fonds. Deux éléments assez précieux pour une organisation. Vous avez parlé, il y a un déménagement qui s'en vient par la force des choses. Est-ce qu'il y a d'autres projets auxquels vous rêvez ou qui se confirment pour la Bibliothèque des jeunes de Montréal dans votre horizon à court, moyen, long terme? Oui, ben c'est ça. Là, en 2024, notre gros projet, ça va être le déménagement. Ce qui n'est pas rien. Effectivement, non, c'est ça. C'est un gros changement pour nous parce qu'on est dans notre local actuel depuis 2006. Fait que ça fait quand même très longtemps. Là, on doit déménager au centre La Saline. Donc, c'est 3001 rue de Louvain. On reste dans Saint-Michel. C'était important pour nous de rester dans le quartier. Mais c'est sûr que ça nous éloigne un peu des familles là, qu'on a appris à connaître et à aimer. Fait qu'on va... Nos objectifs, c'est de déménager, de peut-être se refaire un peu... avoir une belle bibliothèque, là, donc du mobilier qui est un peu daté, on aimerait remplacer, puis faire l'acquisition de nouveaux... des ordinateurs, des trucs un petit peu plus techno pour notre club de sciences, on aimerait beaucoup ça. Puis, en même temps, de trouver un moyen de maintenir une offre de service auprès des familles qu'on connaît
soit en leur permettant de se rendre une fois par semaine, peut-être avec un moyen de transport qu'on organiserait, ou nous, de continuer à aller donner des services là-bas. Ça serait comme notre rêve pour 2024. Puis sinon, tu sais, dans un futur, nous, on manque pas d'idées et de projets. Donc, si on avait plus de moyens, on voudrait étendre les heures d'ouverture de la bibliothèque, parce que là, c'est sûr qu'à 3 bibliothécaires, on ne peut pas être ouvert 7 jours sur 7, alors que c'est ce qu'on aimerait. Faire des activités plus à l'extérieur de la bibliothèque, donc hors les murs, aller rencontrer les gens, aller dans les écoles, aller dans différents quartiers de Montréal, parce que bien qu'on est à Saint-Michel puis que c'est notre priorité, la bibliothèque des jeunes, à la base, c'est fondée pour tous les enfants de la ville. Donc, on aimerait ça rendre des services dans d'autres quartiers aussi, comme à Montréal-Nord ou à Pointe-aux-Trembles, où la bibliothèque, il peut être loin aussi pour certains enfants. Puis même ouvrir d'autres succursales là, si c'était possible. Puis après ça, ben là, si on avait... on parle toujours de notre imprimante 3D qu'on va acheter quand on va avoir notre gros don. Donc c'est sûr qu'après ça, on a plein d'idées pour des projets avec les enfants, mais ce sont nos rêves. Ben, ce sont des rêves que je vous souhaite qui se réalisent certainement. Je pense qu'au bénéfice autant des jeunes, des familles, de la communauté, il y a énormément d'avantages à ce que votre bibliothèque soit en bonne santé. Ça rayonne après ça sur toute la société. On se demande toujours, évidemment, quand on reçoit les organismes, comment on peut vous aider concrètement, comment on peut vous aider sans vous nuire aussi, des fois, c'est la question qu'on se pose. Quelqu'un qui est interpellé par votre cause, qui trouve ça extraordinaire, a le goût de vous soutenir, qu'est-ce qu'il peut faire? Et c'est quoi le meilleur moyen aussi de vous aider? Oui. Ben, c'est sûr que le meilleur moyen, c'est par un don à la bibliothèque. Donc, on a un site Internet qui est le www.mcl-bgm.ca. Voilà. Puis sur notre site, donc les gens peuvent voir, c'est là qu'on affiche toutes nos activités. Fait que si les gens sont intéressés à participer en fait à nos activités, ça peut nous aider aussi ou à passer le mot, parce que on fait ça bien sûr pour que le plus de familles possible puissent en profiter. Puis souvent, on n'a pas vraiment de limite de gens qui peuvent se présenter. Donc, si les gens veulent faire la promotion, allez sur notre site, allez voir notre calendrier, allez voir notre offre d'activité. On a une activité scientifique avec les Scientifines, qui est un OBNL qui promeut la science auprès des jeunes femmes, mais qui vont venir à la bibliothèque le 13 octobre pour donner une activité. On a des contes d'horreur le 25 octobre avec un conteur qui va venir nous raconter des trucs pour l'Halloween. Donc, oui, comme présentez-vous, si vous êtes intéressés, appelez-nous, parlez-en. Puis, sur notre site, il y a également le formulaire pour faire un don qui est disponible. Fait que les gens peuvent faire un don par le site Internet ou nous appeler. Si des fois, là, on a des donateurs, comme on dit, qui sont très loyaux depuis très longtemps, fait que c'est plus difficile de faire un don sur Internet, on peut vous aider par téléphone là, sans problème. Et puis, comme Bélie le mentionnait, il n'y a aucun don qui est trop petit. Donc, un livre pour bébé, là, ça coûte moins de 10 $. Avec ça, on peut le donner à une famille, puis ça peut faire une grosse différence. Donc, n'importe quel montant peut nous aider. Puis sinon, nous, on travaille beaucoup avec des fondations aussi. Donc, si justement, il y a des gens qui travaillent pour des fondations ou qui connaissent des fondations qui pourraient être intéressés à nous appuyer, je les invite aussi à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de parler de nos services puis de voir ce qu'on peut faire. Excellent. Ben, l'appel est lancé. Pour vous joindre par téléphone, c'est le 514-276-7309. Merci beaucoup, Laurence et Bélie. C'est un très grand plaisir. Le temps passe hyper vite. On en a appris beaucoup sur votre organisation qui est extraordinaire. Continuez d'inciter ces jeunes-là à lire et à développer le plaisir de lire. Et on se retrouve dans quelques minutes pour découvrir un autre héros anonyme sur les ondes de Canal M. Restez avec nous, on se retrouve très bientôt. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne. Si vous saviez comment j'aime cette voix lorsqu'elle m'introduit. Alors, on poursuit l'émission Les Héros Anonymes. On a le grand plaisir de le faire. Et je disais tantôt qu'on allait voyager dans l'émission. En première partie, on était dans le quartier Saint-Michel. Et là, vous allez voir, on fait un peu de route. On se rend à Saint-Jean-Port-Joli avec Hélène Caron, qui est directrice, fondatrice, institutrice du Centre d'équithérapie La Remontée. Bonjour, Mme Caron. Bonjour. Bonjour. Merci de vous joindre à nous. Très heureux de vous découvrir, vous, et de découvrir votre organisation également. Bien, merci. C'est moi qui suis heureuse que vous nous offriez cette opportunité-là. Ben, écoutez, j'ai été très heureux de découvrir votre organisation. Là, on a vendu le punch un peu, on a parlé du centre d'équithérapie. Donc, équithérapie, il y a un mot qui ressemble à de l'équitation, puis un mot qui ressemble à de la thérapie. Avant que je me fourvoie, parlez-nous donc, de cet organisme-là que je crois que vous avez mis sur pied, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Bien, écoutez, je vais débuter avec la mission première, en fait, de notre organisme. C'est vraiment d'offrir des
des services équestres qui sont valorisants, évidemment, puis adaptés aux besoins aux différents besoins particuliers des personnes pour favoriser le développement global. Donc, on offre des services équestres variés, allant de l'équithérapie à l'équitation adaptée, en passant par la voltige adaptée, l'attelage aussi, c'est-à-dire qu'on a une voiture d'attelage qui est accessible pour les fauteuils roulants. Donc, c'est une offre de service qui est très variée. On a aussi des camps de jour, puis la particularité de nos camps de jour, c'est qu'ils sont totalement inclusifs. C'est-à-dire que dans nos camps de jour, on va retrouver des personnes qui peuvent présenter, par exemple, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, avec des enfants qui proviennent de toute la population qui ne présentent pas nécessairement de diagnostic. C'est assez fabuleux de voir comment c'est enrichissant pour tout le monde cette expérience-là. Puis on fait comme ça, nous, depuis notre ouverture. Puis je pense que c'est une particularité qui est assez unique, là. Vraiment, j'en ai pas vu d'autres sur mon radar depuis que j'ai fait de la recherche, puis que j'ai regardé ce que vous faisiez. Puis vous, fondamentalement, vous êtes aussi une éducatrice spécialisée, donc vous ne faites pas, comment je dirais ça, vous savez de quoi vous parlez. Et de ce que je comprends, c'est que le cheval ou le poney devient un peu le moyen à travers tout ça pour permettre à ces jeunes-là de développer certaines habiletés, même de développer des fois un peu plus le langage ou même de sortir d'une certaine gêne à certains égards. Le cheval, le poney, comment je vais vous dire, comment ça change l'approche que vous avez versus, par exemple, aller dans un centre de réadaptation? Bon, évidemment, oui, il y a l'animal, mais qu'est-ce que ça amène de différent? Parce que j'imagine que ça va bien au-delà de la réadaptation, puis d'essayer de travailler certaines aptitudes, là. Eh bien, il se crée un lien affectif rapide et assez fort avec le cheval. On est face à un gros animal imposant, impressionnant. Et bien sûr, on a des poneys, mais on a des chevaux, je dirais, de grandeur moyenne. C'est un animal qui est impressionnant, qui est imposant, et c'est un animal qui est extrêmement sensible, le cheval. Si le cheval a survécu à travers le temps, c'est grâce à sa grande sensibilité, tous ses sens qui sont en éveil, puis à sa grande capacité d'adaptation. Donc, lorsqu'on rentre en contact avec le cheval, il faut savoir que lui, il nous perçoit bien. Il perçoit bien l'état émotionnel dans lequel la personne qui l'approche est. Et le cheval ne porte pas de jugement. Il vit dans le moment présent. Il ne porte pas de jugement. Il ne contrarie pas. Il est là, il est à l'écoute, il est attentif. Et puis ben, c'est ça, il se passe vraiment quelque chose d'assez... c'est toujours des rencontres assez magiques qui se produisent parce que souvent, les gens qui viennent auprès de nous pour avoir des services d'équithérapie, mais il y a une fragilité, il y a une vulnérabilité. Puis le cheval accueille les gens dans leur force comme dans leur faiblesse, sans porter de jugement. Ouais. Ils sont... nous, ici, on a aussi un volet école d'équitation régulier, donc offert à toute la population. Mais je peux vous dire que le cheval, le même cheval peut avoir une attitude vraiment ajustée, différente, selon qu'il va être, par exemple, avec un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme, puis avec un enfant qui ne présente pas de besoin particulier. Ils sentent ça, ils s'ajustent, ils démontrent une patience, une douceur extraordinaire, ce qui fait que à leur contact, les personnes peuvent lâcher prise, je dirais, s'abandonner, faire confiance. Et puis, ben, le cheval, une fois qu'on a été en contact avec lui, qu'on a appris à l'approcher, à le brosser, à circuler autour de façon circulaire, c'est pas le terme que je voulais qu'on a appris à circuler. On peut aller autour de lui en cercle, mais à une certaine distance en arrière peut-être, oui. De façon sécuritaire, c'est ce que je voulais dire. Donc,
Bien, souvent, et c'est pas toujours le cas, puis c'est pas obligatoire non plus, mais le désir de le monter va se manifester. OK, donc on l'apprivoise au départ, puis après ça, Ouais. ça peut émerger. Et puis, ben, le cheval, il a sa propre personnalité. Chaque cheval a sa personnalité Mhm. aussi. Il faut apprendre à le connaître, il faut apprendre à communiquer avec. Et là, ça, c'est bien intéressant parce que le cheval, il communique beaucoup, mais il communique avec son corps, avec un langage qui est non-verbal. Alors là, on a, nous, avec les différentes personnes, les différentes clientèles qui viennent pour des activités d'équithérapie, on en a plusieurs pour qui la communication, c'est un défi. D'apprendre à s'exprimer eux autres mêmes, d'apprendre à reconnaître les émotions chez les autres. Alors, le cheval est vraiment, vous l'avez dit, un bon moyen, tout à fait. C'est un excellent partenaire pour toutes ces personnes-là, parce que c'est ça, il nous met dans différentes postures, dans différentes positions. Il faut apprendre à exprimer ses besoins, il faut apprendre à être attentif aussi. Il faut être capable, pour que le cavalier apprenne à décoder les humeurs du cheval. C'est bien important, on leur apprend ça. Regarde, quand il met ses oreilles de telle façon, il est détendu, il est confiant, ou là, attention, il est un peu inquiet. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour le rassurer? Toi, tu te sens comment? On utilise aussi le cheval on observe les réactions du cheval, ça nous en dit beaucoup sur l'état intérieur des personnes qui sont autour de lui, parce que si le cheval manifeste des inquiétudes, de l'anxiété, de l'impatience, ben on va aller voir qu'est-ce qui se passe en dedans de la personne qui est auprès de lui. On peut questionner ça, c'est moins menaçant. Puis, on est capable d'avoir une action-réaction rapide, parce que ça peut être l'occasion à ce moment-là d'intégrer une technique de respiration, de détente, puis que la personne, le cavalier va arriver à bien se détendre, puis il va être capable d'observer immédiatement, le cheval qui lui aussi va soupirer, se détendre, puis être plus réceptif. On se sert de tout ça. C'est ça aussi, c'est l'équithérapie. Puis comme vous le dites, moi, je suis éducatrice spécialisée, mais il y a d'autres gens qui font de l'équithérapie, qui sont intervenants sociaux, qui sont psychologues, mais on se sert de notre processus clinique d'intervenant, notre processus qu'on a appris pour faire de la relation d'aide, pour avancer puis avec le cheval, puis avec les personnes. Toutes les personnes, nous, on reçoit des gens de tous âges, à partir de l'âge de 3 ans, puis il n'y a pas de limite d'âge. S'il y avait une limite, ce serait plus, je dirais, s'il y a une contre-indication médicale, par exemple. Mais là, évidemment, nous, ça fait partie du processus clinique aussi. On recueille de l'information, puis on va demander aux gens de compléter des formulaires, des informations médicales. On veut s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication. Puis lorsque nos personnes sont suivies aussi par d'autres professionnels, s'il y a des ergothérapeutes, s'il y a des physiothérapeutes, psychologues, intervenants sociaux, les enseignants à l'école, en fait, tous les professionnels qui peuvent graviter parfois autour d'une personne, avec l'autorisation des familles ou du participant, on va prendre contact avec ces professionnels-là. On veut travailler en équipe, on veut travailler de façon complémentaire. On n'est pas là on remplace pas, on se substitue pas aux autres professionnels. On est un complément, puis un complément qui donne des résultats extraordinaires parce que c'est une approche qui est multisensorielle. Aussi, c'est un environnement qui est hyper stimulant. Puis, on a cette capacité d'adaptation-là, je pense, qui fait notre force. C'est vraiment d'accueillir chaque personne, puis de monter un programme vraiment individualisé selon ses besoins. On ajuste aussi le choix du cheval en fonction aussi du participant pour être sûr d'avoir une bonne équipe, que ça se passe bien. Ben, j'en doute pas. Et j'imagine aussi, il y a le cheval, mais je pense aux intervenants, vous aviez parlé entre autres en travail social, en psychologie, en éducation spécialisée, parce que quand vous faites de l'intervention en équithérapie, bon, évidemment, vous avez le cavalier, la cavalière qui est là, qui fait partie de l'intervention. Il y a le cheval. Ça ne doit pas être n'importe qui est capable autant de
de faire l'intervention clinique, mais en même temps d'être très sensible aux réactions du cheval pour être sûr que tout ça se passe bien. Ça doit, c'est pas n'importe qui peut lever la main, j'imagine, puis arriver chez vous et naviguer dans ces eaux-là. C'est quoi le type de personnes puis d'intervenants que vous allez chercher pour réussir justement à avoir ces deux compétences-là, j'ai le goût de dire? Mm-hmm. Ben, j'apprécie votre question. C'est très pertinent qu'on aborde ce sujet-là. En fait, ça prend 3 types de compétences. Ça prend des compétences équestres. Il faut connaître notre partenaire équin. Il faut le connaître, puis il faut être en constante évolution aussi, parce que les connaissances d'il y a 20 ans, puis celles d'aujourd'hui, les choses ont évolué. Fait qu'il faut que la personne qui a les compétences équestres soit quelqu'un aussi qui est en recherche de perfectionnement, de formation continue, parce que c'est notre partenaire de travail. Fait que des compétences équestres, ça veut donc dire quelqu'un qui va être instructeur ou en voie de devenir instructeur équestre. Mais il faut bien connaître aussi les personnes avec lesquelles on travaille. Oui. Ça prend des gants blancs, ça prend des approches spécifiques. Il faut, si on travaille avec une personne qui a une dystrophie musculaire ou une paralysie cérébrale ou un trouble du spectre de l'autisme de niveau 1, niveau 2, niveau 3, il faut connaître les clientèles. Il faut bien connaître les clientèles avec lesquelles on travaille, puis c'est quoi les approches. Puis, il faut être sensible aussi à tout l'environnement. On travaille avec des familles, on travaille avec une fratrie. Donc, il faut avoir un peu une connaissance aussi de l'environnement de la personne, puis de toutes ces sensibilités-là, de façon à pouvoir vraiment avoir une approche d'intervention qui est taillée sur mesure. Et de plus, il faut connaître les techniques spécifiques à l'équitation thérapeutique. Ah ben oui. Parce qu'il y a aussi toute des techniques spéciales, des équipements spéciaux qu'on doit utiliser, une approche, des façons de soutenir le cavalier, de façon de faire un transfert. Par exemple, quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant, puis qu'on veut faire un transfert pour venir l'installer sur le cheval, le faire monter sur le cheval. On ne fait pas ça n'importe comment. Et puis, on ne fait pas ça tout seul non plus. Ça prend une équipe. Puis l'équipe, règle générale, c'est des bénévoles qu'on recrute et qu'on forme, à moins d'avoir vraiment un financement intéressant. Souvent, c'est difficile de pouvoir rémunérer à la juste valeur tous les gens qui ont besoin pour nous aider à actualiser une activité comme ça. C'est intéressant, ça. On a de nombreux et merveilleux bénévoles sans qui l'équitation thérapeutique ne serait pas possible. Écoutez, Mme Caron, si vous me le permettez, on va prendre une courte pause, puis on va en parler justement des bénévoles et des façons de faire du bénévolat auprès justement du centre d'équithérapie La Remontée. Alors, on s'arrête quelques instants et on reprend ça tout de suite après. Oui, merci. Et vous êtes de retour à l'émission Les Héros Anonymes avec Hélène Caron, directrice, fondatrice, institutrice du Centre d'équithérapie La Remontée qui est situé à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, Saint-Jean-Port-Joli, d'ailleurs, à peu près à 1 heure de Lévis, je ne me trompe pas? Oui, tout à fait, exactement. On est sur la côte du Sud, sur le bord du fleuve. Le centre La Remontée est situé vraiment le long du fleuve, sur la route 132, au tout début du village de Saint-Jean-Port-Joli. On reçoit de la clientèle d'un peu partout.
On a même des gens qui nous arrivent de France pour des séjours. Wow. Oui, c'est ça. Mais je vous Excusez, dirais pardon. que la clientèle provient des MRC de Montmagny et Lillette Ben oui. et de Bellechasse. Ouais. Et juste avant qu'on parte en pause, vous nous aviez parlé du bénévolat. Je le garde Oui. pour un petit peu plus tard parce que ça va m'intéresser qu'on s'y attaque, là, disons, à la question du bénévolat, puis également de comment on peut vous aider comme organisation. Puis j'ai vu des trucs que je trouve super intéressants. Vous avez choisi le cheval comme moyen, je vais vous dire comme moyen thérapeutique, là, mais beaucoup plus que ça. Clairement, il y a certainement une passion équestre qui est là. Qu'est-ce qui fait en sorte que le cheval est un meilleur animal qu'un autre pour ce type d'approche-là et ce type d'intervention-là, un peu en réadaptation, notamment avec l'équithérapie? Est-ce qu'il y aurait un autre animal qui aurait pu être intéressant ou vraiment le cheval a des vertus, des propriétés qui font en sorte que c'est l'animal de choix? Mais oui, en fait, je pense que tout le monde, puis vos auditeurs connaissent la zoothérapie qui est pratiquée avec différents petits animaux. Que je connais pas tous. Je connais pas, je suis pas une spécialiste de toutes les qualités puis de l'éthologie des chiens, des chats, tout ça, puis de toutes les possibilités thérapeutiques avec d'autres espèces. Mais effectivement, le cheval, comme je disais en introduction, est un animal très, très sensible et qui a la capacité de détecter les émotions chez les personnes qui les côtoient. Ah, ben oui. Et puis, le cheval a une autre qualité qu'aucun autre des animaux en zoothérapie ont, c'est qu'on peut le monter. C'est sûr qu'un chat, c'est plus difficile, hein? Oui. On peut monter le cheval. Donc là, on a une approche qui est vraiment extraordinaire, qui est une approche qui est vraiment psychomotrice, psychocorporelle, où à la fois on établit une relation d'attachement, à la fois un lien fort avec l'animal, ce qu'on peut retrouver d'ailleurs avec, je pense, tous les autres animaux là, avec lesquels on peut faire de la zoothérapie, mais en équithérapie, on va un peu plus loin avec une approche vraiment globale où la personne peut monter le cheval. Donc là, ça ouvre un éventail de possibilités extraordinaires pour travailler des éléments, par exemple, comme la posture, l'équilibre, le tonus, aider à diminuer la spasticité grâce à la chaleur et à la présence du cheval, améliorer la coordination, la motricité fine. Et mais écoutez, il y a énormément de choses qui peuvent être travaillées avec le cheval assis dessus, mais aussi autour, comme j'ai parlé tantôt, des attitudes relationnelles, langagières, tout le volet communication. Mais il faut savoir aussi que lorsqu'on arrive à établir un contact, avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu la maîtrise de la direction du cheval, que ce soit au sol ou en le montant, mais c'est que ça favorise énormément l'estime de soi, puis un grand sentiment de fierté, puis une autonomie, puis de l'initiative. Ouais. C'est vraiment extraordinaire, vraiment. Là, les bienfaits que ça procure. Puis juste le fait de rentrer dans une écurie, on est dans un univers qui est extraordinaire au niveau des stimulations sensorielles. Il y a des odeurs. Oui. Il y a des odeurs, certainement, oui. Et oui, puis le mouvement du cheval, le fait de le toucher, de le caresser, sa chaleur, ses réactions. Puis le cheval, il est réactif, il va venir poser sa grosse tête, il va venir se coller, il cherche aussi le contact en général. Là. Ah oui, définitivement. C'est un animal extraordinaire là, pour avoir fait de l'équitation à différents niveaux. Vous avez parlé un peu de votre clientèle en début, puis j'aimerais ça qu'on y revienne. Bon, oui, il y a des gens qui vivent avec une déficience physique, intellectuelle, un trouble sur le spectre de l'autisme. Vous avez probablement des enfants ou même des adultes qui sont en situation de polyhandicap, donc qui combinent différents éléments. Est-ce que vous avez une clientèle type ou une certaine sorte de situation qui arrive plus souvent que d'autres où les gens se tournent naturellement vers l'équithérapie? Bien, en fait, ça fait partie aussi de nos défis de bien faire connaître. Je dirais que naturellement, on retrouve une clientèle ici. C'est bien connu, je pense, maintenant qu'on offre des services aux personnes qui ont une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Mais on a encore du travail à faire pour
pour faire connaître parce que dans le fond, tous nos services sont accessibles à toute autre clientèle qui a des besoins particuliers. Par exemple, les jeunes qui présentent un trouble d'apprentissage scolaire, les enfants ou des jeunes qui présentent des difficultés, donc des difficultés relationnelles, les jeunes qui ont des difficultés aussi au niveau de l'adaptation, la gestion des émotions, des jeunes qui vivent des situations difficiles en lien avec la négligence, qui ont des suivis auprès des centres jeunesse. Ouais. On retrouve aussi, on reçoit tous ces clients-là, mais il faut encore faire connaître ça. Et puis, les jeunes qui présentent des problèmes, les jeunes et les adultes, parce que je parle souvent des jeunes, c'est comme je vous dis, il n'y a pas de limite d'âge, mais oui, voilà. Les personnes qui présentent des problèmes de santé mentale, que ce soit chez les enfants ou chez des adultes, par exemple la schizophrénie. On a eu beaucoup d'adolescents depuis la fin de la pandémie avec des problèmes d'anxiété importants. Ça a laissé des traces. On a vu beaucoup de détresse. On peut travailler avec des personnes qui ont eu un accident cérébral vasculaire. Puis on a des personnes âgées aussi. C'est très intéressant ce qu'on fait avec les personnes âgées qui présentent ou pas des troubles cognitifs parce que le contact avec le cheval, ça stimule des émotions positives. Il aide à apaiser, il contribue à diminuer l'anxiété, ça aide à réduire l'isolement et créer des liens valorisants quand on se rencontre autour du cheval. Puis, le fait de le brosser, ça fait travailler, ça fait faire un exercice physique, ça fait travailler la mémoire aussi, parce qu'il faut se rappeler d'une fois à l'autre quelle brosse utiliser, de quelle façon, puis lorsqu'après, par exemple, si on fait de l'attelage, comment on installe le harnais, quelle petite boucle on va boucler à tel endroit. Donc, c'est une autre clientèle qui nous est chère également, c'est les anciens combattants et leurs familles. Donc, c'est toutes ces personnes-là qu'on aime accueillir, puis qu'on souhaite qu'ils connaissent bien ce qu'on fait, puis qu'ils n'hésitent pas à venir à notre rencontre, là. Vraiment, il n'y a aucune raison d'hésiter de le faire. Puis d'ailleurs, vous faites des interventions soit individuelles, en petits groupes, semi-privés ou en groupe. Donc il y en a, évidemment, ça dépend toujours, j'imagine, de la condition et ça dépend de différents facteurs. Puis bon, il y a un facteur financier, évidemment, mais vous vous adaptez finalement à la réalité et le cheval, clairement, a une capacité d'adaptation qui est fascinante. J'ai vu beaucoup de choses. Donc, il y a des camps de jour inclusifs, des ateliers de jour qui peuvent être faits sur mesure, des journées découvertes. Vous avez quand même une offre de service qui est très, je vous dire, très personnalisée et adaptée à la réalité de tout un chacun. Alors, je pense qu'il y a un grand avantage à ce que les gens vous découvrent et développent le réflexe d'aller vers vous, ou du moins, sinon, de vous référer là, pour que vous puissiez apporter tous ces bénéfices-là. On a parlé du bénévolat. Le bénévolat, il peut se traduire de différentes façons dans une organisation, puis on va en parler un peu, si vous voulez bien. Bon, je pense qu'on peut manier les chevaux, on peut accompagner les instructeurs durant les activités d'équithérapie, on peut participer à des travaux d'entretien, des activités de financement. Est-ce que ça ressemble pas mal à ça, le bénévolat, chez vous? Oui, exactement. Puis, ça représente le bénévolat chez nous, une 60aine de personnes par année qui apportent leur soutien. Et puis, on totalise, parce que nous, évidemment, on tient des statistiques, si vous voulez, là, de tout ce qu'on fait là, dans l'organisme. On parle d'un 1000 heures de bénévolat par année. C'est pas rien, là. C'est pas rien, là. C'est vraiment énorme. Puis on est un organisme que je dirais qu'on est très performant au niveau du bénévolat. On a même gagné un prix l'an dernier, là. Hommage. C'est là qu'on vous a trouvé, Mme Caron. Vous avez trouvé notre source. Voilà, félicitations d'ailleurs. Merci. C'est merci à tous les bénévoles parce que ce serait impossible de faire tout ce qu'on fait sans eux, là, parce que imaginez. Des fois, j'ai des personnes qui présentent un handicap physique un peu plus important. On a besoin d'un manieur, on a besoin d'un accompagnateur, parfois deux. On aimerait pouvoir rémunérer tout le monde à leur juste valeur, mais on n'arrive pas à le faire. Si on n'avait pas de bénévoles, il y aurait carrément plus d'équitation thérapeutique. Puis je pense que tous mes consoeurs, mes confrères qui font aussi de l'équitation thérapeutique au Québec, on arrive aussi à
Le même constat, mais oui. À ce même constat-là, une chance qu'on a nos bénévoles qui sont très précieux. Quand on fait les corvées de foin, par exemple, pour entrer le foin, le bois de chauffage, c'est la même chose. C'est très important. Puis on est chanceux à Saint-Jean-Port-Joli. On a un milieu communautaire qui est extrêmement dynamique et qui s'implique beaucoup. Là. On est vraiment très soutenus par notre communauté. Ah ben, tant mieux. Comme vous dites, c'est extrêmement précieux. Alors, je vous souhaite, si les gens sont intéressés d'ailleurs, là, autant à bénéficier de vos services, l'équitation qui ne fait pas partie de l'équithérapie ou à s'impliquer de façon bénévole, ben, l'appel est lancé. D'ailleurs, je donne vos coordonnées. Le site web, c'est centrelaremontée.com et également, il est possible de vous joindre au 418-241-8476. Dernier mot, évidemment, on peut vous soutenir financièrement. Vous êtes un organisme à but non lucratif, donc on peut vous accompagner de ce côté-là. Et dites-moi, est-ce qu'il y a encore la possibilité de parrainer un cheval ou un poney chez vous? Ah, mais oui, tout à fait. Ça c'est un programme, le programme de parrainer un cheval, c'est un programme extraordinaire qui nous aide justement à maintenir, parce que tout ça, c'est pour maintenir l'accessibilité des services. Tu sais, le programme parrainer un cheval, ben, quand j'ai un parrain ou des parrains qui investissent pour nous aider à couvrir tous les frais, ben, faut que ça donne comme résultat, c'est que ça nous permet de maintenir nos services à un prix accessible. Et ça, c'est primordial. Merci beaucoup, Mme Caron. Désolé, c'est déjà tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à Nicolas Zwartman, également à la mise en onde. Catherine Bourderon à la recherche. Et vous qui êtes à l'écoute, on se donne rendez-vous assurément la semaine prochaine, même heure, même poste, pour découvrir d'autres héros anonymes.